Bonjour, on peut peut-être recommencer, continuer quoi. Donc on a deux intervenants là qui viennent de pas très loin, mais qui sont pas d'ici en fait, hein, c'est-à-dire qui viennent du Cameroun. Merci pour ce déplacement. Alors il y a des gens qui sont en ligne. Pour eux, c'est pas forcément très rigolo, mais ça facilite quand même d'avoir cette. Mais franchement, quand on fait le déplacement, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors merci pour ça. Vous avez une demi-heure chacun pour vos communications et ensuite on consacrera une demi-heure aussi aux différentes questions. Donc, alors on est dans usage et instrumentalisation des chiffres. Hein. On va commencer par Cédric Darlil-Tefac, qui a enchaîné deux colloques en fait. Hein. Il est arrivé il y a une dizaine de jours en France pour un premier colloque, et là, il est au second colloque, et entre les deux, évidemment, vous vous en doutez bien, il a fréquenté assidûment toutes les archives possibles et imaginables. Donc, stratégie statistique de l'administration coloniale française au Cameroun face à l'ONU. Donc, voilà, c'est la première communication. Et la seconde, de Paul-Déric Dang. Alors, quand les chiffres questionnent le passé, les statistiques touristiques du Cameroun, hein, voilà. Donc, on a deux interventions successives. Je vous laisse la parole. Et je vous donne le micro parce que merci Béatrice. Oui, oui. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Merci également à Béatrice et à Fabien pour les efforts et à toute l'équipe qui a mobilisé énergie pour que nous puissions être là et que ce beau événement puisse se réaliser. Le thème de ma communication, je suis Cédric Darlil-Tefac, doctorant en histoire à l'Université de Tian au Cameroun. Bon, c'est vrai que la thèse elle est achevée, cela 2 ans et demi et j'attends les modalités de soutenance. Le titre de ma communication est « Convaincre par les chiffres. Les stratégies statistiques de l'administration coloniale française au Cameroun face à la SDN et l'ONU de 1916 à 1960 ». En réalité, il est question de comprendre Donc, il est question par cette communication de comprendre comment est-ce que l'administration coloniale française au Cameroun a utilisé les statistiques comme un outil stratégique pour légitimer son action éducative devant la SDN et l'ONU et évaluer l'impact de cette action. En réalité, la France a acquis le Cameroun à partir de 1916, durant la Première Guerre mondiale, et elle était quelque peu contrainte de convaincre par ses réalisations, puisque, comme on le verra, c'était un territoire international. Le plan du travail, comment j'ai procédé pour ce travail. La première partie consiste à analyser les spécificités du statut international du Cameroun et ses implications. Parce que le Cameroun, à proprement parler, de juré, on dirait, n'était pas une colonie. C'était un territoire avec un statut international. Et on verra les implications du statut international du Cameroun, notamment sur la production statistique. Le second arrêt majeur, c'est de voir les grands enjeux statistiques de la période du mandat. Et nous allons achever par la période de tutelle et la modernisation des outils statistiques. Les questions spécifiques liées à notre travail, il est question d'interroger les acteurs clés impliqués dans la définition, la collecte et l'interprétation des statistiques éducatives au Cameroun et quels ont été les outils statistiques mobilisés par l'administration coloniale française au Cameroun pour légitimer ces actions éducatives malgré ses limites. Et aussi également, comment est-ce que cette narration légitimante de l'éducation a été construite avec des aspects critiques et quelles sont les informations qui ont été délibérément omises ou minimisées dans les rapports statistiques pour embellir l'action éducative coloniale. Et enfin, nous allons voir quel est l'impact de cette manipulation des chiffres sur le local, à l'international et même, on va dire, sur le temps présent. Concernant les sources, et la méthodologie, l'analyse s'est appuyée sur une variété de sources, à la fois des sources primaires et secondaires, et que nous avons croisées
pour pouvoir contrer le biais des rapports officiels. En fait, ces sources incluent principalement d'abord les rapports d'administration de l'administration coloniale. Ces rapports ont été adressés depuis 1921 à la SDN jusqu'en 1957 et à l'ONU, des débats au Conseil de mandat et de tutelle de l'ONU, des correspondances officielles sur le processus de collecte, de tri et d'analyse de ces chiffres. Nous avons également mobilisé des témoignages autobiographiques d'anciens colonisateurs élèves, mais également la littérature sur le sujet. La première partie intitulée « Les spécificités du statut international du Cameroun et ses implications ». Comme je le disais à l'entame, le Cameroun n'a jamais réellement été une colonie, en fait, parce que du temps, le Cameroun, en 1884, est protectorat allemand. Mais durant la Première Guerre mondiale, le Cameroun est conquis par les forces de l'Entente. Ça, c'est en 1916, la Première Guerre mondiale au Cameroun s'achève en 1916, lorsque le Cameroun est conquis par les forces de l'Entente, principalement la France, la Grande-Bretagne et quelque peu la Belgique. Et à la fin des combats, ce territoire va revenir aux vainqueurs. Et ici, ce seront la France et la Grande-Bretagne. Lorsque, à Versailles, la SDN naît, l'article 22 du pacte de la SDN confiait aux puissances mandataires, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne deviennent des puissances mandataires. Elles obtiennent mandat pour diriger le Cameroun. Elles obtiennent la mission sacrée de civilisation, c'est-à-dire, c'était le terme exact mentionné dans ce pacte de la SDN en son article 22, d'assurer le bien-être et le développement de ces peuples, c'est-à-dire les peuples du Cameroun et des autres mandats. Le Cameroun était un territoire de type mandat B, c'est-à-dire les territoires moyennement avancés, parce qu'il y avait un mandat A, c'est les pays de l'ancien empire turco-ottoman, Syrie et autres. Et il y avait les mandats C, c'était les territoires allemands comme le sud-est africain qui étaient très peu avancés. Le pacte incorpora des garanties dans l'accomplissement de cette mission. Donc voilà en quoi est-ce que le statut du Cameroun, je veux dire, permet à ce que le Cameroun puisse être différencié d'une colonie. Annuellement, les puissances mandataires devaient envoyer un rapport au conseil de mandat. Ce rapport devait être étudié pour savoir est-ce que cette puissance mandataire assure bien sa mission. Il y avait également l'article 23, c'était lié à la commission permanente du mandat où, au moment de l'analyse des rapports, il y avait des recommandations, des critiques qui étaient faites sur ces différents rapports. On va continuer avec le second aspect, ça c'était sur le mandat. Par la suite, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, on reconnaît la faillite de la SDN qui est remplacée par l'ONU. L'ONU va prendre le statut international de ce qu'on appelle le régime de tutelle. Le Cameroun anglais devient sous tutelle et le Cameroun français devient sous tutelle. Mais le statut de tutelle est plus avancé que le statut de mandat. Et on verra comment est-ce que cela va impacter sur la production des statistiques. En réalité, le statut de mandat ne parlait pas d'autodétermination. C'était uniquement la progression du territoire sur les plans socio-économiques. Mais avec le régime de tutelle, on va réaliser une très grande progression en parlant de l'autodétermination. C'est-à-dire la puissance tutélaire devait conduire le territoire vers une sorte vers l'indépendance. Et pour cela, le conseil de tutelle exigeait par exemple des rapports annuels et effectuait des missions de visite, ce qui ne se faisait pas pendant le mandat, avec des missions d'enquête et des Camerounais pouvaient envoyer directement leur pétition au niveau du conseil de tutelle. Donc, en réalité, on va noter pour relativiser cela que malgré les discours des délégués français, la France, au départ, ne voulait pas que le Cameroun devienne un statut international. La France voulait purement et simplement annexer le Cameroun. Mais ce statut donc, va être contraignant pour la France qui doit fournir plus d'efforts pour pouvoir montrer qu'elle accomplit réellement sa mission. OK. Nous passons donc à l'aspect sur les spécificités du statut international du Cameroun et ses implications. Le second aspect, c'est au niveau des rapports annuels d'administration. Comment étaient produits les rapports qui ont constitué la principale source de ce travail? En réalité, les statistiques scolaires au Cameroun étaient produites à travers des fiches. Au départ, c'était uniquement les chefs d'établissement qui collectaient
les statistiques scolaires. Donc, pour chaque chef d'établissement, vous avez un exemple de d'un rapport statistique annuel. Quelles étaient les informations qui étaient entrées à l'intérieur? C'est à l'intérieur de cette fiche qu'il y avait les différentes classifications. Par exemple, cette fiche qui date de 1921, lorsque un enseignement de type français est organisé au Cameroun, on va remarquer qu'il y a l'assiduité, le nombre d'élèves, le nombre de moniteurs, le nombre d'enseignants. Il y a également des leçons faites et un aspect sur les finances, c'est-à-dire ce qui est dépensé, ce qui est reçu. Cette fiche va évoluer, donc il y aura ce qu'on appelle des ajouts, des addendums au fur et à mesure. Par exemple, lorsque des jeunes Européens vont commencer à être scolarisés au Cameroun, il y aura la classification entre élèves indigènes et élèves européens. Parce qu'il y avait des écoles pour Européens, il y avait des écoles pour Africains. Donc, avec cette nomenclature dans la classification, il y aura également un CEPE indigène et un CEPE métropolitain. Bon, c'est à travers cette fiche que les statistiques scolaires ont été produites au Cameroun. Et en 1945, on va avoir une avancée de façon globale. Un bureau de la statistique va voir le jour au Cameroun. Et à partir de 1951, des spécialistes venus de l'INSEE vont venir et ce bureau de la statistique va innover avec la vulgarisation de la mécanographie. Ok, on passe au second grand axe. Le second grand axe de notre travail, c'est les grands enjeux statistiques de la période du mandat au Cameroun. En réalité, dans la production des statistiques scolaires au Cameroun, le premier enjeu, quand la France s'installe au Cameroun à partir de 1916, et surtout lorsque un enseignement de type français est organisé en 1921, c'est la préoccupation de faire mieux que l'Allemagne. Parce que le Cameroun était, comme on l'a dit, un protectorat allemand jusqu'en 1916. Lorsque l'Allemagne est chassée du Cameroun, la France prend possession de ce territoire. Et la France veut à tout prix montrer qu'elle fait mieux, qu'elle a un meilleur génie civilisateur que l'Allemagne. Et pour cela, il faut démontrer que l'œuvre de scolarisation française progresse mieux que ce que l'Allemagne a fait en une vingtaine d'années. C'est pourquoi, et au Cameroun, en cette période, il y avait une obsession du retour des Allemands. Parce que même quand le Cameroun devient un statut international, il y avait des mouvements, pro-germanistes qui appelaient encore au retour de l'Allemagne. Et la France doit démontrer qu'elle, à la SDN et aux autres délégués des nations, dans le cadre de la Commission permanente des mandats, qu'elle est en train de travailler et de contribuer à la progression de l'œuvre de scolarisation au Cameroun. C'est pourquoi on va noter dans le tout premier rapport qui date de 1921, le rapport d'administration de 1920 affichait qu'en 1913, l'Allemagne avait au total 4 écoles officielles pour un effectif global de 833 élèves. Et le même document faisait état de ce que il y avait 5533 élèves scolarisés dans les écoles officielles françaises. C'est-à-dire quoi? Dans le premier rapport, la France dit qu'elle a scolarisé ou qu'elle a scolarisé plus d'élèves que l'Allemagne. Et on peut voir une progression statistique qui commence en 1917. La France dit avoir créé 35 écoles, 45 moniteurs et 2784 élèves. Et en 1921, nous sommes quasiment à 3533 élèves. C'est-à-dire que bien mieux, nous sommes à quasiment 4 à 5 fois mieux que ce que l'Allemagne a pu faire en une vingtaine d'années. Mais en réalité, ces chiffres, on doit s'interroger. Comment est-ce que, en 1917, c'est-à-dire moins d'un an, que la France soit installée sur le territoire, qu'elle ait pu créer 35 écoles, 45 moniteurs, alors que nous sommes encore en contexte de guerre en Europe et nous savons que beaucoup d'instituteurs étaient mobilisés. Lorsque nous essayons de faire une critique de ce tableau, on va remarquer dans la diapositive suivante quels étaient ce type d'école. Vous allez remarquer ici. Nous sommes à Lolodov, ça c'est dans la région sud du Cameroun, l'école avec un caporal sénégalais qui enseigne le français. Les écoles que la France affirmait avoir créées, ce n'était pas davantage un système de scolarisation formelle, mais c'était surtout une forme d'éducation populaire, c'est-à-dire où il y avait la vulgarisation de l'enseignement du français. Donc, on va remarquer que les chiffres ici ont été grossis, dans le sens que, quand on regarde le décor sommet de la salle de classe avec un seul élève, on peut s'imaginer qu'en réalité, ce n'était pas réellement des écoles qu'on parlait de 35 écoles, ce n'était pas réellement des écoles, mais une sorte d'école sous l'arbre ou de vulgarisation. Et bref,
on pourra ajouter à ces chiffres que, en réalité, l'Allemagne avait fait mieux dans cette période-là. Mais la France a omis un détail dans ce rapport statistique. C'est qu'en fait, lorsqu'on étudie la scolarisation allemande à travers d'autres sources, on se rend compte que du temps, en 1913, au moment du départ des Allemands, il y avait presque 26 000 élèves scolarisés au Cameroun, surtout par des missions chrétiennes. Et lorsque la France arrive, c'est des missions chrétiennes tout de balles d'origine allemande. Lorsque la France arrive au Cameroun, elle va expulser ces missions d'origine allemande, et ces missions-là vont maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces missions-là vont abandonner de scolarisation, et la France va vouloir instaurer une scolarisation en langue française. Pourtant, l'ancienne scolarisation se faisait en langue allemande. Donc voilà comment est-ce que la France a grossi le chiffre sur la scolarisation. Un autre enjeu que nous avons décelé pendant la période du mandat, c'était dissimuler les autres sources de financement. Lorsqu'on parle de la scolarisation n'était pas forcément l'objectif majeur de l'impérialisme. L'impérialisme, c'était surtout pour se faire du profit. Et pour scolariser, il fallait beaucoup dépenser. Mais comment donc minimiser les dépenses en éducation, et surtout dans le cas d'un territoire comme le Cameroun, où on est obligé de dépenser pour démontrer à la SDN que réellement j'accomplis ma mission de progrès social. Donc comment est-ce que la France va procéder pour pouvoir financer l'éducation sans ses propres ressources et dissimuler cela? C'est à travers ce qu'on appelait des mutuelles scolaires. C'était quoi une mutuelle scolaire à cette époque? Les mutuelles scolaires, c'était une forme d'organisation où à travers un système d'école pratique, les élèves venaient travailler, et en travaillant, le fruit de leur travail était vendu pour qu'on puisse acheter du matériel scolaire, pour entretenir les salles de classe, un ensemble d'outils. Donc, à travers les mutuelles scolaires, on va remarquer quelque chose là, le budget était sans cesse croissant, parce que le rapport de 1938 disait que le budget en éducation était de 2,6% du budget global du territoire, mais le nombre disait en réalité que ces écoles étaient en train de s'autofinancer. Et cette source de financement née du travail des jeunes scolarisés n'était pas affichée dans le rapport. Par exemple, quand on parle des mutuelles scolaires, les premières ont été créées en 1923. Et en 1929, les recettes des mutuelles scolaires se chiffraient à plus de 500 000 francs pour des dépenses globales en enseignement. Dans le rapport de 1929, au début de la crise de 1929, de 1 400 000. Et donc, ça dit, les mutuelles scolaires finançaient quasiment le tiers de la scolarisation au Cameroun. C'est-à-dire c'était le travail des jeunes qui cultivaient du maïs et autres plantes, de l'huile de palme, du cacao, et cela était vendu pour pouvoir financer l'œuvre de scolarisation. Donc, dans cette dissimulation des chiffres sur la scolarisation, on va remarquer que dans le rapport de 1932, les rédacteurs auront de la gêne, parce que lors des débats de la commission permanente des mandats, certains administrateurs comme le Britannique Lord Frederick Lugard s'interrogeaient sur comment est-ce qu'en même temps les jeunes peuvent être en train de fréquenter et de produire autant. Et dans ce rapport, il y aura une certaine jeune à expliquer le fonctionnement des mutuelles. Parce qu'en réalité, on peut lire là, elles ne cherchent pas à accroître leurs revenus qu'elles emploient à l'achat des vivres et des vêtements. Le bilan de leur gestion n'offre de ce fait aucun intérêt. Parce qu'en réalité, certaines sources comme Jean-Claude Marchand, qui a travaillé sur la scolarisation française au Cameroun, a constaté que pendant cette période, les revenus générés par ces mutuelles étaient parfois détournés par certains chefs d'établissement. Donc, bref, ces jeunes a parlé ouvertement des comptes des coopératives, cachant en réalité la problématique de la contribution propre des élèves à la scolarisation du territoire, et une scolarisation officielle qui était vantée comme gratuite dans les rapports. Alors qu'en réalité, cette scolarisation n'était pas gratuite. Ces jeunes-là s'époumonaient, et en cette période, sur une journée quasiment de 7 heures de cours, il y avait 4 heures qu'ils passaient dans des jardins pour pouvoir produire, et le reste c'était lié à l'enseignement du français. Donc, en fait, ici, on parle des angles morts des rapports financiers. Donc, voilà les deux grands enjeux que nous avons décelés pour la période du mandat, sans
oublier aussi qu'en réalité, lorsque la Seconde Guerre mondiale va s'achever, et avec le plan Marshall et les dollars américains qui vont inonder la France, le financement de l'éducation va changer. Et on verra ça un peu plus tard, mais on va remarquer que la France va beaucoup plus investir en éducation. Mais en réalité, pourquoi? Parce que le territoire du Cameroun avait une certaine autonomie, une certaine individualité, et que les financements de l'éducation étaient désormais des emprunts, c'est-à-dire des dettes vis-à-vis de la France. Pourtant, pendant le mandat, ce n'était pas une dette, en réalité, c'était juste des ressources mobilisées par le territoire. Donc, nous passons au second, à la dernière partie sur la tutelle et la modernisation des outils statistiques. On va noter globalement que pendant le mandat, les variables statistiques mobilisées dans les rapports n'étaient pas assez élaborés ou complexifiés. C'était uniquement des chiffres de tableaux, mais il n'y avait pas des taux de croissance, il n'y avait pas des proportions, des graphiques. Mais pendant la tutelle, on va remarquer une très grande évolution, une modernisation des outils statistiques. Et ce qui va nous surprendre ici, c'est que la photographie sera mobilisée ici comme un élément comptable. Et nous verrons comment. C'est-à-dire la France va compter, va utiliser la photographie comme élément de chiffrage ou de dénombrement. Parce qu'en réalité, la photographie pendant le mandat, dans les rapports avant 1945, il y avait très peu de photographies. Mais à partir de 1947, on va remarquer qu'il y a en moyenne pour la scolarisation 15 à 20 clichés par rapport. Pourquoi est-ce que les rédacteurs de ces rapports vont mobiliser autant de clichés? C'est parce qu'en réalité, à travers une photographie, on peut capturer des éléments observables comme le nombre d'élèves dans un espace, autre élément, la densité des équipements et leur qualité, et tout ceci vont faire l'objet d'une analyse statistique qualitative et quantitative. Partant de ce fait, donc, les photographies ont été décuplées dans les rapports français adressés à l'ONU après le 1er 1947. Je vous présente un exemple de photographie. Là, vous pouvez observer deux élèves noirs et deux élèves, un noir et un blanc, au collège de Yaoundé en 1947. Quel élément comptable ici? C'est qu'en réalité, on va remarquer que pendant le mandat, il y avait un enseignement pour blanc et un enseignement pour noir. Et ici, dans le rapport, il essaie de démontrer qu'en réalité, l'enseignement est à la fois pour les blancs et pour les noirs, et que que les deux catégories s'asseyent ensemble pour travailler. Et là, c'est une manière aussi de dire que le racisme qui prévalait pendant le mandat n'existe plus. Mais ceci est à relativiser quelque part parce que très peu, lorsqu'on essaie de prendre d'autres photographies, on va remarquer que les premières années, il y avait très peu d'élèves noirs qui arrivaient au cours dans les collèges. Ici, on insiste sur le collège parce que pendant très longtemps, on avait classifié l'enseignement colonial en 3 niveaux. Il y avait le cours élémentaire, le cours moyen et le cours supérieur. Et le cours supérieur, en réalité, les jeunes Camerounais qui allaient à l'école s'arrêtaient uniquement à un diplôme de CPE plus 3 ans. Jusqu'en 1945, il n'y avait pas de lycée au Cameroun. Tous les jeunes Camerounais qui achevaient le CPE ne pouvaient pas continuer au lycée sur le territoire parce qu'il n'existait pas. C'est à partir de 1947 que les premiers cours secondaires du territoire seront créés. L'autre élément, comment est-ce que la photographie va être utilisée pour pouvoir compter? Nous avons les images du lycée de Douala et c'est un nouveau bâtiment en 1947. Vous voyez, en réalité, il fallait également dénombrer le nombre de salles de classe qui avaient été créées. Et pendant les débats du conseil de tutelle, on se plaignait de ce qu'il n'y avait pas suffisamment de salles de classe, qu'il n'y avait pas d'école moderne et les photographies vont être placées, donc on va constater l'emphase sur les photographies et les tableaux et autres graphiques seront relégués à l'annexe de ces rapports. Par cette photographie, l'élément comptable, vous pouvez remarquer les 3 principaux bâtiments. Ici, c'est pour dénombrer, pour faire un gros plan sur les constructions scolaires, les salles de classe qui ont été construites. Et en réalité, par ces photographies, la France essaie donc de convaincre qu'en réalité, nous avons construit un très grand nombre de salles de classe en telle année. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ici nous sommes en 1957, de très grands établissements et de nombreuses salles de classe ont été ouvertes de par le territoire. Je passe sur la prochaine. OK. Nous allons aborder un autre élément par rapport aux techniques statistiques mobilisées par la France. Nous avons
la possibilité d'agencer la disposition des tableaux en sa faveur. Comme je l'ai expliqué plus haut, l'enseignement n'était pas très évolué pendant le mandat. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus d'exigences. La France doit réaliser plus de progrès en éducation. Voilà donc pourquoi la France, dans les rapports, il faut démontrer qu'il y a suffisamment d'Africains qui enseignent dans les établissements scolaires au Cameroun. Et cela doit transparaître dans les tableaux. Et à cette période, comme vous pouvez voir sur ce tableau, il y avait beaucoup d'enseignants africains au niveau du primaire, mais pas d'enseignants africains au niveau de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique. On va donc remarquer qu'une stratégie sera mobilisée pour ces deux tableaux. C'est-à-dire, au niveau de l'enseignement du premier degré, le second tableau, on va faire transparaître le nombre d'effectifs d'enseignants, l'effectif d'enseignants africains. Mais pour le premier tableau, du fait qu'il n'existait pas d'enseignants camerounais, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dons européens, c'est-à-dire l'effectif total. Par exemple, pour l'enseignement public, enseignement général secondaire, on parle de 32 hommes, 16 femmes, total 48. Quand on parle européen, c'est la même chose, 32 et 16, 48. C'est-à-dire ici, on dissimule pour ne pas mettre africain ou camerounais 0. Parce que ça va, et si on mettait 0, ça devait être quelque chose, parce que en réalité, il fallait démontrer que le rôle de la tutelle était parvenir à l'autodétermination, qu'il fallait que les Camerounais demain puissent, après les indépendants, prendre en charge eux-mêmes l'enseignement. Mais on remarque qu'ici, en 1948, aucun Camerounais n'était enseigné dans le secondaire. Et cela a été habilement caché par ce rapport statistique, parce qu'au niveau du primaire, on voit bien dans africain, on a l'effectif d'enseignants africains, 322. Et pourtant, pour l'effectif global, c'est 365 et on a le chiffre de 43 pour les Européens. Donc voilà une statistique, on agence les tableaux, c'était un peu, dans plusieurs cas, on agence le tableau de telle manière à omettre certains détails. Je vais aller au pas de course parce que le temps me tient. J'aimerais finir avec cet élément dénombré et chiffré par les cartes. C'est un autre élément. On va essayer de disposer les cartes au fur et à mesure pour cacher certaines réalités et afficher d'autres. Parce qu'en réalité, la carte est vraiment un élément de statistique. Parce qu'avec la carte, on peut, je vais dire, dénombrer sur le plan spatial. Je vais passer rapidement en boucle les cartes. Comment est-ce que les cartes ont été améliorées au fur et à mesure. Voici une carte voici une carte sur la scolarisation au Cameroun. Celle-ci a été élaborée en 1947. Elle ne donne pas assez de données sur la scolarisation au Cameroun parce qu'en réalité, il n'y a que des petits points noirs en légende. Et les cartes vont être améliorées au fur et à mesure pour montrer qu'il y avait de très grandes constructions scolaires. Je défile la suivante. Je pense que la suivante, elle a été très moins élaborée à partir de celle-ci. On ne voit pas toujours de données. Ça, c'est la carte de 1947. On passe avec la suivante, de 1951, où on voit quelques aperçus là. Et chaque fois que ces cartes arrivaient, les délégués au Conseil de tutelle des Nations Unies se plaignaient de ce que la région nord du Cameroun n'avait pas beaucoup d'écoles. Ça peut transparaître là. La région nord du Cameroun, il y a une sous-scolarisation. Et il fallait à tout prix occulter cet aspect-là. Donc, je passe à la prochaine encore. Chaque année, on évoluait. Voici la carte qui sera retenue de 1952 jusqu'au dernier rapport de 1957. Qu'est-ce qui marque cette dernière carte? C'est qu'ici, on va commencer à insérer plutôt des chiffres à l'intérieur des cartes pour signifier le nombre d'écoles qui existaient dans chaque circonscription. Et un autre fait, c'est qu'en réalité, dans ces rapports, on préfère utiliser des données de variables je veux dire absolues, que des données de variables relatives. C'est-à-dire quoi? Si on mettait 40 écoles pour l'inspection du Nord par rapport à toutes ces superficies, ça devait être léger. Donc ici, la France, les rédacteurs du rapport n'ont pas utilisé des données absolues comme des pourcentages ou peut-être le taux de scolarisation qui commençait à se développer à cette période. Donc globalement, les cartes ont servi à dénombrer et à chiffrer. Et ces cartes-là étaient améliorées au fur et à mesure pour démontrer que chaque année, il y avait des écoles qui existaient ou étaient créées dans telle ou telle région. Nous allons conclure en disant que les statistiques scolaires ont été mobilisées au Cameroun par la France pour pouvoir démontrer qu'elle
qu'elle réalisait beaucoup et qu'elle avait un génie civilisateur. Et il en ressort que l'administration coloniale a quelque peu parfois arrangé ses chiffres pour embellir ses actions, et cela a été fait en occultant des aspects qui étaient négatifs vis-à-vis de l'administration française. Et on va remarquer que certaines de ces actions ont encore des incidences ou encore cours au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, on va remarquer qu'il y a des statistiques où on constate parfois la dissimulation des effectifs d'élèves, ou non, la scolarité présentée comme gratuite. Actuellement, au Cameroun, on dit que la scolarité au niveau du primaire est gratuite de façon théorique, mais lorsqu'on mène des enquêtes, on va remarquer que cette scolarité n'est pas gratuite. Par exemple, on va vous dire que après vous allez payer tel frais, des frais d'informatique. Et on a également une sous-scolarisation qui persiste dans certaines régions, parce qu'en réalité, cette faiblesse dans la scolarisation n'a pas été cartographiée ou dénombrée très tôt. Bon, je vous remercie pour votre attention et merci encore. Merci d'avoir tenu le temps, parce que, bon, effectivement, il y a la petite lumière bleue là-bas. Donc, je vais passer la parole au second intervenant qui va tenir le temps exactement de la même façon, et après, on réservera plus de temps pour les questions. Merci de me passer la parole. Je m'appelle Derrick Dan. Je viens. Merci également les organisateurs pour l'intérêt qu'ils ont accordé à ma modeste communication. Communication qui s'intitule « Quand les chiffres questionnent le passé, point, les statistiques touristiques au Cameroun sous administration française entre 1930 1960. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. On vous entend mal dans la salle. Pardon? Rapprochez-vous du micro quand vous parlez, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend mal. Alors, merci. Ma communication s'articule, n'est-ce pas, autour de 3 grandes articulations. En premier, on va parler, n'est-ce pas, des statistiques dans l'hôtellerie. On parlera également d'autres activités liées au tourisme, notamment l'artisanat, la faune et la flore, et on sortira par les chiffres et les normes mis en place afin de réglementer le tourisme de chasse au Cameroun sous administration française. Alors, en guise d'introduction, c'est vrai que le collègue Cédric a abordé un peu, c'est-à-dire que s'il veut revenir un peu sur les circonstances, le contexte qui a favorisé l'arrivée des Français au Cameroun, il l'a dit, 1916, en pleine Première Guerre mondiale, les troupes franco-britanniques et belges délogent l'Allemagne du Cameroun. C'est dans cette perspective, n'est-ce pas, que la France prend possession du Cameroun et s'y installe en 1916. Alors, aux origines, n'est-ce pas, de la politique française du tourisme, les directives du ministre des colonies, Albert Sarraut. Je vais également rappeler que si le Cameroun n'a pas été une colonie de façon officielle, parce que le Cameroun était un territoire sous mandat de la SDN, puis un territoire sous tutelle de l'ONU, mais dans la réalité, le Cameroun a été administré comme étant une colonie. Alors, à partir de 1921, donc, on note donc un revirement dans la politique coloniale de la France au Cameroun, avec la création en 1921 par Albert Sarraut, qui est alors ministre des colonies, une section tourisme, de la chasse, de la propagande coloniale et de l'enseignement des beaux-arts. Alors, l'objectif de cet organe-là était de faire de l'activité touristique un instrument de mise en valeur du territoire colonisé, mais aussi un outil permettant de faire connaître et de consacrer la mission civilisatrice de la France. Alors, en 1922, donc, Albert Sarraut, dans une note adressée au gouverneur des colonies en 1922, dit ce qu'il suit, ce que vous pouvez lire. Alors, il dit, il semble superflu, n'est-ce pas, d'insister sur la nécessité d'une réorganisation touristique. Elle n'est pas seulement nécessaire au point de vue du développement économique de nos possessions, elle l'est également pour faire connaître les vastes territoires placés sous notre autorité et qui, il faut le constater, sont ignorés des étrangers, autant au moins que des Français eux-mêmes. Un intérêt supérieur national exige que nous fassions connaître
au monde l'action civilisatrice et pacifique de la France. Un intérêt particulier exige donc que nos colonies soient visitées, car le touriste d'aujourd'hui peut devenir le colon de demain et ces exemples ne sont pas rares. Alors on peut remarquer dans cette correspondance que le ministre des colonies rappelait l'impératif d'une véritable politique de développement touristique au sein des territoires administrés par la France. Il alla même plus loin, comme on va le voir dans la prochaine articulation. Alors au niveau de l'hôtellerie, n'est-ce pas, je vais rappeler ici également une note, un extrait, toujours la note du ministre des colonies en 1927 concernant les hôtels, où il dit, je cite, « Il est certain que les hôtels ne répondent pas toujours à un besoin pressant, mais il paraît toutefois exagéré de les considérer comme faisant partie des constructions à exclure systématiquement d'un plan de campagne. » Alors dans ces conditions, et sous réserve qu'il s'agit de la région où les travaux seraient susceptibles de devenir productifs à bref délai, en favorisant l'éclosion du développement d'un courant intéressant de tourisme, vous, les gouverneurs généraux des colonies, pourrez apporter à l'industrie hôtelière l'aide compatible avec les nécessités du moment. Alors, dans cette perspective-là, donc, qu'à partir de 1930, plusieurs établissements hôteliers vont voir le jour au Cameroun. Ceux-ci étaient conçus dans un style très particulier qui était surnommé le style 1930, alors qui se caractérisait par une architecture connue sous le nom de l'art déco. Ces établissements hôteliers étaient conçus à base des matériaux tels que les briques, les parpaings, les planches, disposés tels des tuiles sur des montagnes de bois. Alors le tableau suivant, n'est-ce pas, donne une indication des différents établissements hôteliers qui ont été construits par l'administration coloniale française à partir de 1930. Parce qu'il faut rappeler que, bien qu'ayant pris possession du Cameroun, les Français ne voulaient pas s'y investir totalement au départ, parce qu'ils avaient peur, il y avait une petite crainte du fait que l'Allemagne revienne au Cameroun. Ils avaient un peu peur que le jeu de ping-pong qui se passait entre l'Alsace, Lorraine, ce département entre la France et l'Allemagne qui a basculé, rebasculé. Donc ils avaient donc peur que l'Allemagne revienne prendre ce territoire. Raison pour laquelle, à partir de 1930, avec les directives d'Albert Sarraut, une vaste campagne, n'est-ce pas, de développement touristique s'est mise en place, en commençant par les établissements d'hébergement. Vous savez, quand on parle d'hôtellerie, tourisme et hôtellerie vont de pair. Parce que quand on parle de tourisme, il faut absolument qu'il y ait une nuitée. Parce que le tourisme, c'est un déplacement, n'est-ce pas, à but non lucratif, dans le but de découvrir, d'étendre, pendant une durée supérieure à 24 heures. En d'autres termes, qui dit tourisme, dit hôtellerie. Les deux vont de pair. Alors, aussi, les villes de Yaoundé et Douala n'étaient pas les seules à bénéficier de cette attention. Dans les années 1940, un nouveau pas est franchi avec la création des établissements hôteliers dans les villes de Tchang, Douala, Konsamba et Kribi. On va revenir sur le cas de Tchang avec le centre climatique. Alors, cet élargissement de la carte hôtelière permettait ainsi aux colons français de résoudre les problèmes de repos à travers la mise en place des espaces de détente, de loisirs à leurs compatriotes étrangers en séjour au Cameroun et même ceux qui travaillaient sur place. Alors, les localités de Douala et Kribi offraient également des climats favorables aux activités touristiques, mais aussi des plages pittoresques propices au tourisme balnéaire pour ce qui concerne la ville de Kribi. Alors, avant 1950, parce que 1950 représente une date charnière dans le tourisme au Cameroun. Avant 1950, c'est en 1950 que l'administration coloniale française crée le premier organisme chargé, n'est-ce pas, d'organiser l'activité touristique au regard de l'ampleur que ce phénomène prenait déjà. Alors avant 1950, les établissements hôteliers au Cameroun n'étaient pas classés. C'est au lendemain de l'année 1950, date de la création d'un service de tourisme au Cameroun, qu'une classification hôtelière voit le jour. Celle-ci s'inspirait, n'est-ce pas, des normes arrêtées par l'Organisation internationale de promotion touristique et regroupait les hôtels en fonction de 4 lettres. A, B, donc il y avait les hôtels de type A, de type B, de type C et de type D. Les hôtels du groupe A étaient les mieux équipés, avec les grandes chambres, baignoires, mais également des piscines, un court de tennis et parfois des terrains de golf.
Les hôtels de catégorie B ici étaient de qualité intermédiaire, tandis que les hôtels de catégorie D étaient plus modestes, sans ventilateur, ni moustiquaire, sans lavabo. Alors, elle avait donc un confort limité. L'ensemble de ces données étaient recueillies, n'est-ce pas, à travers une fiche que l'administration coloniale mettait à la disposition des chefs de région en vue du recensement des infrastructures hôtelières. Alors, la nomination des hôtels avait plusieurs origines. On trouvait par exemple les hôtels qui avaient les noms des propriétaires, un peu comme ici. Là, on avait l'hôtel Pochard, qui était à Bonandio. Nous sommes là en 1930. Les noms des propriétaires, oui. Les noms des firmes multinationales, les noms des quartiers des villes. Les noms des quartiers. Par exemple, là, on a l'hôtel Aqua Palace en 1951, qui est situé, n'est-ce pas, dans le quartier Aqua. Les dénominations liées à la géographie, un peu comme ce tableau. Nous avons l'hôtel Le Cocotier, qui portait justement le nom de l'espace, l'endroit dans lequel cet établissement hôtelier se trouvait. Alors, l'arrêté du 17 décembre 1949 portant augmentation progressive des prix des chambres préconisait que les chambres des hôtels de même catégorie soient identiques, peu importe la ville. Ainsi, entre 1930 et 1949, une chambre coûtait 500 francs dans un hôtel de catégorie C et D, 1000 francs par mois pour les hôtels de catégorie A et B. Alors, avant 1960, les indigènes, comme on les appelait à l'époque, ne fréquentaient presque pas les hôtels. C'était un prestige réservé aux Blancs vivant au Cameroun ou de passage. Une exception était cependant faite à quelques rares indigènes qui étaient considérés comme des indigènes évolués. Je vais maintenant m'attarder sur un cas particulier d'un établissement hôtelier, d'un établissement d'hébergement, à savoir, n'est-ce pas, le centre climatique de Tian. Alors, la construction du centre climatique de Tian émerge dans un contexte particulier, celui de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, à partir de 1941, l'hébergement des troupes européennes au Cameroun n'était plus le souci majeur de l'administration coloniale. Il fallait trouver un espace de repos pour les fonctionnaires européens en service au Cameroun. Il s'agissait principalement des malades, des blessés de guerre, des fatigués. Alors, pour le haut-commissaire de l'Afrique, de la France au Cameroun, l'envoi de toute personne en congé présentait un risque et l'insuffisance du personnel faisait souffrir le territoire, créait un manque de ressources humaines dans le territoire. Alors, leur mise en congé pouvait donc paralyser le service administratif. Alors, pour résoudre ce problème, le haut-commissaire évoqua un lieu de repos et précisa les modalités d'attribution en congé, en départ en congé. Alors, il précisa en ces termes, il disait, je cite, « Il ne peut donc être question d'attribuer des congés qu'à ceux ayant vraiment besoin de repos dans un pays à climat salubre, plus favorable, et ces congés seront toujours délivrés sur conseil de santé faisant ressortir pour les intéressés la nécessité de repos durant cette période. » Alors, on peut voir là, n'est-ce pas, une image du centre climatique de Tian en 1943. Je rappelle que son inauguration a eu lieu en 1944. Donc, nous sommes là un an, n'est-ce pas, avant l'ouverture officielle. Alors, la structure du centre climatique de Tian. Alors, au sein du centre climatique, les dispositions des pavillons avaient une structure particulière. Dans la première et la sixième, était réservé le personnel en service au centre. Dans le même ordre d'idée, la septième et la 18e étaient réservées aux personnes ayant sollicité le centre en couple, notamment les personnes mariées. Alors, si les pavillons 19 et 23 servaient respectivement au domaine du gérant et au bureau du personnel, les cases 20, 21, 22 étaient offertes à la clientèle dite célibataire. Alors, le centre, le personnel africain qui exerçait dans ce centre-là assurait certaines tâches, comme les entretiens, l'approvisionnement, les surveillances. Le personnel était également peu spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie par rapport au personnel européen. Alors, le centre climatique de Tian, n'est-ce pas,
avait avait des bâtiments qui comprenaient 13 pavillons, des pavillons pour les enfants, pour les ménagères, pour les célibataires, un bar-restaurant, un service d'habitation, un gérant, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce centre offrait également de nombreuses prestations. Il s'agissait des services liés à la restauration, l'hébergement, sans oublier la commercialisation des boissons. D'ailleurs, un groupe de journalistes de passage à Tchang, satisfait visiblement de la qualité du service à eux réservé, estimait, je cite, les pavillons confortables et la nourriture très bonne. Fin de citation. Comme tous les établissements d'hébergement, ces services n'étaient pas gratuits, bien entendu. En effet, les prix des repas et des petits déjeuners pour les passagers s'élevaient respectivement à 400 francs, entre 400 francs et 90 francs. Ça, c'est en date du 1er octobre 1954. Alors, si les repas proposés à la clientèle, pour la plupart de la compagnie de Bafou, par exemple, ou encore les maisons commerciales du Douala, les liqueurs, quant à eux, venaient directement de France, mais aussi de la société Chanas. Alors, il s'agit là d'un tableau, n'est-ce pas, qui ressasse, qui rappelle, qui présente, n'est-ce pas, le nombre de repas et de petits déjeuners servis au centre climatique de Tchang durant l'année 1948, le premier semestre. Alors, on peut donc comprendre que durant les 6 premiers mois de l'année 48, le nombre de repas et de petits déjeuners ont connu une progression significative. 2 raisons peuvent expliquer cette situation. En premier, l'augmentation de la clientèle, entre autres, par la bonne tenue des infrastructures routières qui menaient au centre climatique de Tchang, comme le révèlent les archives. Ensuite, la réputation de cet établissement d'hébergement. En effet, après 4 ans d'existence, le centre climatique de Tchang avait réussi à s'affirmer dans l'écosystème camerounais. La conséquence logique était l'augmentation des recettes. Alors on peut voir là, n'est-ce pas, les recettes et les dépenses du centre climatique de Tchang en 1955. Alors on peut donc conclure que les prestations généraient beaucoup de recettes. En effet, dans le but, n'est-ce pas, de tenir une comptabilité sans faille, le haut commissaire de la France au Cameroun avait mis en place un certain nombre de mesures afin de lutter contre les erreurs de gestion. Cela passa par la nomination des commissaires aux comptes. L'un d'entre eux, un certain M. Dubois, qui était sous-chef d'administration générale, entre 1948 et 1956, par exemple. Alors, à titre d'illustration, au cours de l'exercice 1953-54, les recettes du centre climatique de Tchang s'élevaient à 9 561 462 francs, contre 8 708 francs 791 pour les dépenses pour un solde créditeur de 852 671 francs. Les dépenses permettaient donc de gérer l'entretien du matériel, l'achat du bois de chauffage, carburant, ainsi de suite. Alors, la deuxième articulation qui concerne, n'est-ce pas, l'artisanat. Alors, en l'absence, n'est-ce pas, des monuments de grande portée ainsi que des sites touristiques à visiter, une sorte de tourisme plus ou moins primaire s'est mis en place au Cameroun sous l'administration française. Il était organisé autour de la promotion de la chasse, basé sur le modèle du safari, comme on le voit tout à l'heure, et qui avait déjà une grande renommée dans les territoires administrés par les Britanniques. Toutefois, il est important de rappeler que de nombreux visiteurs n'étaient pas exclusivement des chasseurs ou encore des passionnés de la faune et de la flore. En effet, parmi les touristes étrangers de passage dans ces territoires, figuraient plusieurs qui particulièrement étaient séduits par l'idée de découvrir cette Afrique si mystérieuse et dont les échos se faisaient ressentir depuis la métropole. Alors le tourisme en Afrique, et au Cameroun en particulier, était donc principalement des voyages animés par la curiosité de côtoyer les us et coutumes des pratiques africaines, par un folklore, je cite, par un folklore indigène, au contour exotique et par l'attirance pour un artisanat local de plus en plus valorisé. Alors en effet, l'artisanat camerounais séduisait de nombreux touristes de passage dans ce territoire. À titre d'illustration, un rapport de la région Bamoun, à l'ouest Cameroun, mentionnait, je cite, que de nombreux touristes attirés par le pittoresque de Fumban
et de ses productions artisanales ont été dénombrés. En effet, ces objets très variés étaient issus de la sculpture, tissage, broderie, vannerie, poterie. Ils représentaient des scènes de vie, à l'instar du marché, la chasse, la guerre, la cour royale. Fin de citation. Alors, les touristes de passage dans cette localité n'hésitaient pas à en acheter. La production des objets d'art était commercialisée selon les chiffres présentés dans le tableau suivant. Pour voir un peu quelques objets d'artisanat qui étaient achetés, n'est-ce pas, par les touristes, ainsi que le coût qui allait avec. Alors, on a le même ordre d'idée, la valorisation des ressources naturelles par le biais du tourisme par l'administration coloniale française se manifesta aussi par la création des réserves naturelles. En effet, les questions environnementales occupaient une place aussi importante dans le système administratif au Cameroun sous l'administration française. L'encadrement des ressources naturelles s'est manifesté par la création de nombreuses réserves naturelles. Alors, l'objectif était, n'est-ce pas, de garantir à long terme la viabilité de l'activité touristique. Au fil du temps, cette préservation conçue en premier pour garantir les zones de chasse déboucha sur l'émergence de certaines forêts en réserve naturelle, dans lesquelles la protection de la faune et de la flore n'avait plus pour seul objectif d'alimenter le tourisme synergétique, mais de créer aussi un véritable produit touristique. Au Cameroun, la première réserve naturelle a été érigée le 12 juin 1932. Il s'agissait de la réserve forestière de Mozogo. Elle fut suivie par celle de la Benoué et bien d'autres, comme vous pouvez le voir dans le tableau suivant. Alors, dans la même veine, est créée la réserve de Ouaza en 1934, qui était l'initiative d'un conservateur français qui s'appelait Dr Jenny, qui avait présenté ce projet à la métropole. Alors, le tableau suivant essaye donc, n'est-ce pas, de lister les différentes réserves naturelles qui ont été créées par l'administration coloniale française. On peut remarquer que la plupart, ou bien une bonne partie, commence à partir de 1932, justement pour parler du revirement de cette politique-là. Alors, autre aspect qui concerne, n'est-ce pas, les normes et la réglementation du tourisme de chasse, cette fois-ci. Alors, dans l'historiographie du tourisme de chasse, l'exploitation de la faune à des fins touristiques repose sur deux types de pratiques, les activités de chasse et les activités d'observation. Cependant, cette pratique touristique a connu un tournant majeur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, car catalysée par la création massive des espaces protégés, tels que des parcs nationaux. Alors, la rencontre entre le tourisme et la chasse a été rendue célèbre en Afrique à travers des images dans lesquelles les safaris offrent des services de chasse aux chasseurs occidentaux, mais aussi en Europe de l'Est avec un volet diplomatique mis parfois en avant durant les parties de chasse présidentielles sous l'ère soviétique. Alors, dans certains contrées du monde, à l'instar de l'Irlande, le tourisme synergétique se positionnait comme un véritable levier du développement. Alors, parlant justement du tourisme synergétique ou de chasse, il s'agit, n'est-ce pas, d'une activité de loisir qui permet, n'est-ce pas, aux pratiquants d'effectuer plusieurs formes de prélèvement phonique dans un espace donné. À la différence des activités exercées au sein des espaces phoniques, le tourisme de chasse, n'est-ce pas, débouche principalement sur un motif de séjour. La finalité première du tourisme de chasse consiste, n'est-ce pas, à faire vivre une expérience de prélèvement phonique. Les activités liées au tourisme de chasse peuvent être guidées ou auto-guidées en fonction des accompagnateurs ou non des participants au cours de leur séjour. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le profil des adeptes de ce tourisme au Cameroun, les études font état de ce que beaucoup étaient des hommes et internationaux dans le contexte africain. C'était donc un tourisme fondamentalement identitaire et patrimonial qui reposait parfois sur des pratiques locales. Alors, dans la mouvance de la promotion d'un tourisme de chasse, il est publié en 1931, ce livre dont vous pouvez voir là, un guide de chasse et du tourisme en Afrique et spécialement au Cameroun. Son auteur, un certain Chagelas, l'avait rédigé, n'est-ce pas, à la suite d'un incident, autant pour moi, dont il avait été victime, alors qu'il était inspecteur général des chasses. Il avait en effet été mortellement blessé par un lion dans la région du Tchad le 29 juin 1930. Alors, la publication de ces guides donc, avait donc pour objectif, un objectif pédagogique
et pratique parce qu'il donne un certain nombre de conseils quand vous voulez venir en Afrique pour le tourisme. Comment est-ce que vous voulez vous habiller, quels sont les espaces où vous pouvez visiter, comment est-ce que vous voulez vous comporter, ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de guide, voilà, le guide de tourisme. Alors, la publication de ce guide avait donc ce guide de chasse avec 14 chapitres qui donnaient des renseignements sur les aspects géographiques, les territoires, les voies d'accès à ces espaces, l'équipement approprié, les vivres et les moyens financiers, port et circulation, ainsi de suite, ainsi de suite. De nombreux autres guides verront le jour par la suite. Ces voyages servaient, n'est-ce pas? Ces documents de voyage, autant pour moi, servaient également de propagande touristique et participaient à amplifier les discours officiels qui visaient à attirer les chasseurs de gibier et d'images qui se rendaient au Cameroun pour leurs loisirs, mais aussi des vacanciers attirés par, je cite, les excitants plaisirs des découvertes des terres et des hommes primitifs, notamment ceux qui s'intéressaient aux hommes de la terre d'Afrique. En effet, durant cette période, la chasse reste en effet une activité Voilà. En effet, n'est-ce pas, la chasse reste en effet une activité de premier ordre pratiquée par les touristes et parfois associée à la pêche sportive, le tout couronné par la recherche d'un contact avec une nature considérée comme intacte. La chasse était donc considérée à cette époque comme un sport et dont les pratiquants étaient appelés les chasseurs ou les sportmen. Il est important, n'est-ce pas, de signaler que tous les chasseurs n'étaient pas forcément touristes, car étaient considérés comme tels tous les chasseurs qui se déplaçaient hors de leur lieu de résidence habituel pour une durée déterminée afin de pratiquer la chasse pour le plaisir. Les personnes donc chassant pour des motivations alimentaires n'entrent donc pas en compte dans cette catégorie. Alors, on va aller un peu plus vite. N'est-ce pas, au sein des parcs que nous avons vus, qui ont été créés par l'administration coloniale française, alors il existait une pratique du tourisme synergétique. Cependant, afin d'éviter au tourisme de chasse une pratique clandestine et illégale, l'administration coloniale élabora un cadre normatif afin d'encadrer cette activité. À cet effet, chaque type de chasse était subordonné à une taxe, comme on peut le voir dans le tableau suivant. Et ce tableau-là, n'est-ce pas, qui présente, n'est-ce pas, une activité qui illustre le phénomène selon lequel le tourisme de chasse, autant pour moi au Cameroun, était une activité réglementée. On ne chassait pas au hasard. Les taxes payées variaient en fonction, n'est-ce pas, de la valeur de l'animal abattu. C'est ce qui justifie le fait que la chasse à l'éléphant, par exemple, soit plus coûteuse par rapport à la chasse à l'autruche. En effet, l'éléphant a toujours été un animal très prisé. Son ivoire représente une denrée rare et coûteuse sur le marché. D'accord. Voilà, là, il s'agit, n'est-ce pas, d'un tableau qui rassemble, n'est-ce pas, les permis de chasse. Parce que l'administration coloniale française au Cameroun, pour mieux encadrer l'activité, a instauré, n'est-ce pas, avant de pratiquer la chasse, l'obtention d'un certain nombre de documents, notamment un permis de chasse. Alors, le tableau suivant, n'est-ce pas, donne un aperçu des personnes et les types de chasse qui étaient pratiqués en 1944. Alors, en guise de conclusion, donc, la France coloniale a donc élaboré puis implémenté une politique de développement touristique au Cameroun. Celle-ci connaît un essor à partir de 1930 et tire ses origines des directives formulées par Albert Sarraut en 1922. Toutefois, on peut avoir certains regrets, notamment liés à l'obtention des chiffres précis sur le nombre de touristes, contrairement à l'Afrique du Nord. Aussi, dans les statistiques, on ne trouve par exemple pas de distinction entre un pur touriste et un voyageur se déplaçant pour les affaires, ce qui rend le chiffrage des flux touristiques un peu difficile. Au lendemain de son action à la souveraineté internationale, le Cameroun va poursuivre cette politique touristique avec la création d'un office national camerounais de tourisme. Celui-ci posera les germes de la politique nationale camerounaise de tourisme qui, de nos jours, a fait de ce pays une destination touristique internationale
reconnu par l'OMT. Alors, je vous remercie pour votre attention. Oui, ça marche. Ah bah celui-là. Bon, comment perdre du temps? Merci pour vos deux interventions et merci. Ah oui, c'est bon. Merci d'avoir vraiment tenu le temps. Alors, bon, moi, je ne vais pas occuper, mais j'aurai un certain nombre de questions. Pour tous les deux en particulier, quand vous nous citez des archives, alors j'ai noté, par exemple, pour votre communication, ASF, ANY, d'où sortent ces archives? Est-ce que j'ai noté SPA 1964, j'ai noté rapport de 1948. Comme nous, on connaît, enfin moi en tout cas, je ne connais pas les archives du Cameroun ou sur le Cameroun. J'aimerais bien juste savoir quelles sont les archives disponibles sur le tourisme, quelles sont les archives disponibles sur... Alors, vous nous l'avez dit, hein, SDN, ONU, mais concrètement, sur quoi vous appuyez-vous? Voilà, ça, ce serait ma première question. Vous évoquez aussi, alors bon, pour la première communication, la mécanographie. Bon, d'accord, mais est-ce qu'on installe je sais pas, à Yaoundé, est-ce qu'il y a une centrale ou un central, je sais pas, un service de mécanographie qui s'installe à partir de après 1945? Au Cameroun, est-ce qu'on dépend du central de Dakar? Voilà, ce genre de choses. Mais finalement, vous évoquez juste ça, mais après, vous ne nous dites pas à quoi ça sert. Enfin, est-ce que ça a changé quelque chose, la présence de la mécanographie ici, dans la production et dans les usages des statistiques, en particulier, là, chez vous, des statistiques éducatives. Voilà. Et puis, oui, j'ai été étonnée aussi, pour la première communication, j'ai été étonnée par l'absence d'enseignement confessionnel. Est-ce qu'il n'y a pas des écoles chrétiennes? Bon, les Allemands, d'accord, mais après, est-ce qu'il y a zéro missionnaire français qui serait envoyé, qui parlerait français, a priori, et puis qui serait envoyé et qui ferait aussi, parallèlement à ces mutuelles, vous utilisez de façon indifférente le terme de mutuelle ou de coopérative scolaire. Est-ce que c'est la même chose? Bon, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très petit hein, comme question. Voilà, donc ce serait surtout ça hein, pour l'histoire des mandats et l'histoire finalement de la manipulation des statistiques éducatives ou des statistiques plutôt de la scolarisation pour arriver à convaincre bien sûr les tutelles hein, que la France est un très bon gestionnaire et voilà. Et puis deux, trois petites questions aussi puis pour ici. Alors mon voisin de droite, est-ce que Tchang est créé? Est-ce que cette station climatique de Tchang, est-ce qu'il n'y a pas un précédent allemand? Est-ce que les Allemands n'ont pas utilisé cette station climatique? Pourquoi Tchang? Pourquoi en 41? Et puis si vous dites c'est fini en très peu de temps, 41, 43, bon, qui peut investir à ce moment-là? Je ne sais pas. Enfin, bon, alors voilà, c'est vraiment une question très... Oui, alors, j'ai trouvé très... pas rigolo pour lui, mais bon, le guide touristique, le guide du tourisme de la chasse hein, est visiblement écrit par quelqu'un qui s'est fait manger par un lion. Alors, quel est le succès de ce guide touristique? Est-ce qu'il faut vraiment suivre ses conseils ou pas? Bon, de toute façon, je n'irai pas chasser le lion au Cameroun, mais est-ce que vous pouvez justement nous donner un peu plus de précision sur ces auteurs des guides touristiques? Est-ce qu'il s'appuie sur, finalement, des gens qui sont sur place, donc des Camerounais natifs? Est-ce qu'il y a la création d'emplois ou pas pour, justement, ceux qui connaissent les lions? Visiblement, ça ne marche pas toujours, mais bon, pourquoi pas? Et puis, voilà, alors l'Office national du tourisme qui est créé après l'indépendance, c'est une information très intéressante, hein, mais il y a autre chose qui m'interpelle aussi, c'est que, vous avez montré un tableau avec le nombre d'hôtels à Douala et à Yaoundé, et vous dites ça, s'il y a un nombre d'hôtels, c'est un signe du développement ou de l'absence de développement du tourisme. Mais Douala est un port, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres finalités quand on construit ces hôtels? Les hôtels de catégorie D, ça m'étonnerait que des touristes occidentaux ils les fréquentent beaucoup. Enfin, j'en sais rien, mais bon, vous dites pas de ventilation, etc. S'ils peuvent se payer le voyage, puis qui organise ces voyages aussi? Est-ce qu'ils vont aller dans des hôtels de catégorie D? N'y a-t-il
pas d'autres clientèles que les touristes dans ces hôtels-là, et en particulier dans des régions, enfin dans une ville comme Douala, hein, qui est une ville portuaire. Voilà. Donc est-ce qu'on peut s'appuyer vraiment, quelle est la fiabilité des statistiques des hôtels hein, pour nous donner une idée, une image hein, du développement du tourisme. Et puis, en gros, voilà. Ah oui, vous dites, c'était intéressant aussi, enfin c'était intéressant de toute façon, mais quand vous signalez bien qu'il y a des hôtels en fait qui sont plus ou moins pour des blancs de passage, donc les touristes au sens propre du terme, hein, et puis d'autres qui sont pour les indigènes, ce qui veut bien dire. Alors, est-ce que ça veut dire que les indigènes font, j'aime pas ce terme-là, mais bon, vous l'avez employé, font du tourisme? Est-ce que ce sont eux qui sont touristes ou pas? A priori, en ce moment, dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, il y a une grosse campagne pour essayer justement de développer le tourisme des personnes qui sont nées sur place, ce qui est plus logique. Micro, Béatrice. Voilà. Pardon. Le micro près de la bouche. Le micro, bonjour Fabien. Oui, voilà le micro. Voilà mes questions. Donc, et puis après, on va passer aussi je passerai la parole à la salle. Donc, plein de petites questions. D'abord sur les archives, mais répondez le plus vite possible qu'on puisse. On a un petit peu de temps, on a une demi-heure hein, de discussion. Ah d'accord, merci. Je vais commencer avec la question relative aux archives. Moi, je me suis appuyé sur les rapports d'administration parce que le Cameroun, en réalité, chaque année, depuis la période de mandat, le Cameroun devait élaborer annuellement un rapport pour rendre compte de comment est-ce que la France administrait le Cameroun. Et ces rapports pour le Cameroun débutent en 1921 du temps de la SDN et s'achèvent en 1957 lorsque le Cameroun devient un État sous tutelle. Donc, quand on parle de rapport, en réalité, c'est le rapport d'administration. C'est intitulé ainsi, rapport annuel d'administration de la France sur le territoire sous tutelle française du Cameroun. Donc, c'était comme ça qu'on intitulait ces rapports-là. En réalité, ces rapports constituent une source fondamentale pour la rédaction de l'histoire du Cameroun, parce qu'en réalité, ces rapports faisaient en moyenne, c'est vrai, ce sont des sources coloniales, mais en réalité, ces rapports faisaient en moyenne 300 à 500 pages d'informations globales, c'est-à-dire ça allait à la fois de la description du milieu physique, de l'économie, de l'enseignement, de la culture, il y avait autant de données à l'intérieur. Et je vais noter une précision que je vais faire ici, c'est qu'en réalité, ces rapports avaient des informations adressées spécifiquement aux organismes internationaux, c'est-à-dire à la SDN et l'ONU. Dans le cadre, par exemple, de l'enseignement, on peut faire une remarque de ce que la manière que les chiffres étaient commentés dans ces rapports, ce n'était pas la même manière que ces chiffres étaient commentés dans des rapports statistiques pour l'administration interne au Cameroun. Ok, ça c'est pour la première question concernant les sources. L'autre aspect que vous avez mentionné, c'était relatif à la mécanographie. Je pense bien. Ok, j'évoquais le cas de la mécanographie pour dire qu'à partir de 1945 est créé un bureau de statistique au Cameroun rattaché au bureau des affaires économiques du commissaire de la République. Le commissaire de la République, c'est celui qui dirigeait le Cameroun, le représentant de la France au Cameroun. En réalité, lorsque ce bureau de statistique est créé, c'est pour unifier les statistiques, parce qu'auparavant, chaque service créait ses statistiques. Et quand ce service est créé en 1945, en 1950, je pense bien, il y a l'affectation des statisticiens venus de l'UNC. Et ils vont révolutionner la statistique. Pourquoi? Parce qu'à travers les rapports, je vais constater que pendant le mandat, il n'y avait pas de graphique et la manière d'agencer les chiffres était très simpliste. Mais à partir de 1945, on va remarquer que l'indice de prix apparaît dans ces rapports. C'est vrai que ce n'est pas directement relatif à l'éducation, mais on a aussi d'autres aspects concernant des graphiques, des courbes de croissance, tout ce qui est susceptible d'être produit à travers la machine. C'est-à-dire que le traitement de ces données se faisait à travers la machine. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai évoqué le cas de la mécanographie, mais ce n'est pas pour dire que dans le cas du service de l'enseignement, il y avait un service de mécanographie. Non, c'était plutôt pour l'ensemble du territoire. D'accord. L'autre élément, c'était... Je pense que vous avez demandé un élément par rapport au type d'enseignement. Est-ce qu'il y avait un enseignement privé au Cameroun? Oui, c'est dans ma diapo, dans les slides. En réalité, le gouvernement français octroyait des subventions
aux missions qui avaient des écoles. Et ces subventions, en réalité, étaient juste une contribution à l'œuvre d'évangélisation, à l'œuvre de scolarisation des missions. Mais malheureusement, comme je le notais dans mon exposé, c'est qu'en réalité, c'était uniquement les chiffres, les dépenses du gouvernement qui étaient mentionnées dans les rapports, et ces rapports omettaient les dépenses propres inhérentes à ces missions. Et les missions, en réalité, jusqu'en 1959, à la veille des indépendances, avaient plus d'effectifs d'élèves que les écoles officielles. Ok, un dernier aspect, je ne sais pas, c'était relatif à... Non, moi, c'est chez Derek, je pense bien. Ah oui. Merci. Ok, les mutuelles, non, là je vais, oui, ça c'est un élément. En réalité, les mutuelles sont créées en 1923. Et lorsqu'il y a un scandale autour des mutuelles, parce qu'il y a eu un scandale, parce qu'en réalité, c'était plutôt une manière de se faire de l'argent que de vraiment scolariser. Et lorsque ce sont des délégués du conseil permanent du mandat à la SDN qui vont critiquer ce style d'école parce que c'était une manière de produire davantage que de scolariser. Et là, au lendemain des indépendances, on va supprimer les mutuelles et on va créer plutôt des coopératives. Et avec des coopératives, on va essayer de limiter la dose du travail manuel. C'est-à-dire, c'était juste quelques petites broutilles d'objets qui étaient fabriqués, mais ce n'était plus un grand temps passé dans les plantations comme par le passé. Mais en réalité, les coopératives sont issues de la transformation des mutuelles pour être édulcorées quelque part. Merci, madame. Merci pour la parole donnée. Alors, j'ai reçu plusieurs questions, une pluie de questions. C'est vrai que je n'ai même pas eu tout le temps de les noter. Alors, je vais commencer par la question des archives. Alors, ANI signifie tout simplement Archives nationales de Yaoundé. C'est comme ça qu'on les abrège. Et SP, quelque chose, c'est le numéro de la cote d'une archive. N'est-ce pas? Alors, dans le cas de notre étude, nous avons également mobilisé d'autres documents en dehors des archives, n'est-ce pas, nationales de Yaoundé. Nous avons également consulté les archives du ministère du Tourisme. Certes, elles ne sont pas classées, mais elles ont des documents. Et le ministère en question a également hérité, n'est-ce pas, de certaines données de la période coloniale qui existent encore bien malgré le fait que toutes ces données soient désorganisées et non classées. Nous avons également eu recours à des travaux publiés, que ce soit les travaux de Colette Ziginski, j'espère que je prononce bien, qui a beaucoup travaillé sur le tourisme en Afrique tropicale, mais également les travaux de Sophie Dulux, qui a également travaillé sur la même question en Afrique. On peut également étendre, n'est-ce pas, l'horizon avec la thèse de Nicole Démé, qui a fait une thèse sur le tourisme en Indochine, durant la colonisation française. Et il y a un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, qui se regroupent lorsqu'on essaie de parcourir ces travaux-là. Bon, il y avait une autre question sur qui organise les voyages. Comme je l'ai dit dans ma communication, à partir de 1950, on met en place un organisme censé organiser l'activité touristique au Cameroun. Et cet organisme a été greffé à l'ANTOM. En 1955, on crée l'ANTOM, Association nationale du tourisme d'outre-mer. Et l'ANTOM se comportait un peu comme un tour opérateur, c'est-à-dire une agence qui était destinée à organiser les voyages, à faire la promotion des destinations africaines. Et comme je l'ai dit, le tourisme n'avait pas qu'une vision, n'est-ce pas, de découverte. L'administration coloniale française s'appuyait également sur le tourisme pour montrer ses bienfaits, pour promouvoir, n'est-ce pas, les bienfaits de la colonisation. L'autre question, j'ai parlé le mot indigène, je l'ai utilisé parce que c'est le mot qui, si au contexte de l'époque, c'est péjoratif. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot indigène. Bon, je ne sais pas, vous pouvez me rappeler les autres questions. Voilà, pour revenir également, vous avez parlé du guide de chasse. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que l'administrateur en question ayant été mordu
par un lion, a décidé, n'est-ce pas, de mettre en place une sorte de guide pour pouvoir, n'est-ce pas, donner des conseils à ceux qui veulent venir en Afrique. Et dans ce guide-là, on retrouvait les espaces à visiter, ce qu'il faut manger, comment s'habiller, où aller, ainsi de suite. Donc, c'était un guide qui était élaboré sur la base d'une expérience personnelle. Voilà, je pense que j'ai fini ou bien il y en a encore? Non, c'est bon. Dans la salle, oui. Marius, votre micro, c'est bon. Merci de me passer la parole. Je pense qu'avant de poser mes questions, je vais apporter quelques contributions. Je vais commencer par la présentation de M. Temfak. Il a beaucoup évoqué les rapports d'administration. On vous a interpellé sur la mécanographie. Il faut dire que l'organisation du service local des statistiques du Cameroun avait pris en compte la mécanographie pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1941. Peut-être parce que le contexte camerounais l'obligeait. Il y avait cette volonté des Camerounais de revoir l'Allemagne revenir. Et comme l'Allemagne avait déjà adopté la mécanographie, de ce côté, on a aussi, dans les textes qui organisent le service des statistiques, on avait pris en compte la mécanographie. Mais l'intégration de la mécanographie même dans la production des statistiques intervient à partir de 1951, 10 ans plus tard. Et il y a eu, entre 1941 et 1951, il y a eu 2 réorganisations. Et il y a, à chaque fois, on parlait de mécanographie, mais la mécanographie n'existait pas. Il y a 4 films allemands qui ont été tournés au Cameroun entre 1937 et 1940. Bon, j'ai vu 4, il y en a plusieurs, c'était des films de propagande. Comme les Allemands ne pouvaient pas facilement avoir accès à la partie francophone du Cameroun, les films étaient tournés dans la partie anglaise. Lorsque vous avez donné la statistique sur les écoles, vous avez omis un élément important, c'est que c'est facile de dire qu'il y a un gap entre les écoles allemandes et françaises, mais il faut aussi expliquer que le territoire a été divisé et les statistiques allemandes tenaient compte des écoles de la partie britannique du Cameroun. Cet élément est important. Et effectivement, il y a un film de propagande allemand qui a été tourné au Cameroun, dans lequel on donne des statistiques. Ce film, vous pouvez le visionner au Cameroun à l'Institut Goethe. La transcription anglaise a été faite. On présente des écoles, on va dans des écoles, donc vous voyez la réalité de 1937 et l'effectif des élèves dans une école. Et à l'intérieur, ils donnent des chiffres. Et ils donnent même des chiffres sur la période allemande. Ce qui facilite la tâche parce que la plupart des statistiques allemandes sont en gothique et n'ont pas été traduites. Donc, il y a... c'était juste une manière de vous interpeller sur cet aspect des choses afin de mettre en contradiction des statistiques qui déjà, dont on ne sait pas comment est-ce qu'on a collecté les chiffres. Pour ce qui est de la mécanographie, j'ai déjà parlé. Pour M. Dan, je vais parler... il y a la thèse de Honoré Tchatchouan sur la chasse sportive au Cameroun. Il est allé jusqu'à dresser la biographie des chasseurs dont vous avez présenté tout à l'heure, ceux qui avaient obtenu les permis de chasse. Il a pu les identifier ici, il est allé dans leur famille ici en France, il a pu dresser leur biographie et il explique exactement comment est-ce que ça se passait, pourquoi à un certain moment, il y a tout un arsenal juridique qui organise cette activité. Et il a surtout... Peut-être il se plaçait dans la même perspective que celle adoptée par Guillaume Blanc, qui a beaucoup parlé de cette activité, peut-être en prenant beaucoup appui dans les autres territoires de l'Empire français et au Kenya. Il explique pourquoi est-ce qu'à un certain moment, il y a eu le tourisme de chasse a rencontré certains problèmes. Et il a expliqué en prenant appui sur la géographie, la notion de géographie morale, en démontrant que à un certain moment, lorsqu'on a découvert les espaces de chasse, on s'est lancé on tuait les animaux facilement. À un certain moment, d'un point de vue international, on est passé des notions de conservation et de préservation des forêts, et tout cela a entraîné autant de choses qui influençaient le tourisme. Et il y a, de ce fait, les statistiques ne peuvent pas être exactes parce qu'il y a des séances de chasse
qui étaient organisées de manière clandestine. Et autant de choses. Donc, c'était des éléments que je voulais apporter. La question que je vais poser à M. Dan, c'est quelle est la part du transport, des chiffres du transport sur le tourisme? Parce que c'était un peu plus facile de repérer les touristes, par exemple, qui prenaient le bateau pour aller du côté de Boyard, etc., en consultant les tableaux de bord et les chiffres des chemins de fer, etc. Quelle était la part des transports et pourquoi est-ce que des établissements comme le centre climatique, peut-être pour contribuer encore par rapport à la question que le prof Touchelet vous a posée, que vous n'avez pas répondu, pourquoi est-ce que Tchang a été choisi? Il faut déjà dire qu'avant que la France ne construise le centre climatique à Tchang, les Allemands organisaient des colonies de vacances parce qu'ils estimaient que Tchang avait le même climat, ils le disent dans des rapports, que Hambourg. Donc, c'était plus facile pour des Allemands de venir, qui voulaient découvrir l'Afrique, de venir là-bas. Et les Allemands sont allés jusqu'à déporter même les Namibiens à Tchang, toujours pour montrer que Tchang était une destination qui était propice au tourisme. Donc, je vais donc m'arrêter là. Ma question, c'est juste quelle est la part des transports? Oui, merci pour la question. Si tu peux également me dire là où je peux trouver la thèse de Tchatchouan. Il a soutenu au Cameroun ou bien ici? Il a soutenu à l'Université Tchang. Je vais lui demander la version physique et je vais vous donner. D'accord, merci. Ça m'aiderait beaucoup. Il faut dire que dans le cadre de mon travail, je n'ai pas mis un accent, n'est-ce pas, sur le transport. C'est vrai que le transport intervient également dans le sillage du tourisme, mais je me suis beaucoup plus basé sur les trois articulations que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire l'hôtellerie, la chasse et la création des réserves naturelles. Et je crois que je prends acte de votre question. Peut-être que c'est une piste que je vais creuser dans le but, n'est-ce pas, d'améliorer ma communication. J'ai deux questions pour Cédric Darlil. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit de la photographie. J'aimerais savoir si cette utilisation de la photographie, c'est une déduction que vous avez faite en regardant les rapports, une déduction que je pense qui est tout à fait logique et évidente, ou est-ce que vous avez trouvé dans les archives des notes des administrateurs ou des statisticiens français qui, de manière un peu cynique, disaient que voilà, il faut faire ça pour essayer de contourner des chiffres qui sont pas très bons et pour pouvoir rouler un petit peu les instances internationales. Et puis la deuxième question, c'est relatif à la mécanographie. J'aimerais savoir si vous savez quel type de machine était utilisée et plus particulièrement, ce que je me demande, est-ce que c'était des machines qui étaient des machines modernes du même niveau que celles qui étaient utilisées en France à la même époque, ou est-ce qu'au contraire, les Français ont importé au Cameroun des anciennes machines qui ne servaient plus parce qu'on était en cours de modernisation aussi à ce moment-là, et en particulier, est-ce que vous auriez une machine qui s'appelle le classicompteur et est-ce qu'il en reste quelques-unes? Merci. D'accord, merci pour vos questions, elles sont très intéressantes, merci bien. Par rapport à la première question, je suis désolé, par rapport à la seconde, par rapport à la première question d'abord, comment suis-je en arrivé à la photographie comme source statistique? En réalité, je n'ai pas eu à avoir des notes des rédacteurs de ces rapports qui stipulaient cela. Mais c'est en lisant entre les lignes, les commentaires dans ces rapports et autres, que j'ai constaté que la photographie était mobilisée comme... Parce que dans les rapports du mandat, il n'y avait pas assez de photographie. Dans les rapports de la période de tutelle, qu'est-ce qui a été demandé aux rédacteurs? Vous mettez désormais les tableaux et graphiques en annexe. Et on voit uniquement le texte, avec les chiffres dans le texte. Là, et comme les chiffres dans le texte ne parlaient pas assez, ils ont donc mobilisé. C'est-à-dire qu'on a construit tel nombre de classes, il fallait comme le moins idéal que les concepteurs du rapport ont imaginé, c'était de positionner des photos. Et accolé, il y avait une position de la photographie par rapport au texte. Et d'autres photographies, parce que je n'ai pas voulu mobiliser assez de photographies, parce que ça devait prendre beaucoup de temps, ils ont une manière de prendre des gros plans
dans la cour de récréation, on filme un très grand nombre d'élèves pour témoigner de ce qu'il y a une haute fréquentation scolaire, qu'il y a de l'assiduité et qu'un très grand nombre de Camerounais vont à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'on prend, il y a dans ces photographies-là où il y a une session du baccalauréat où dans une salle, on fait un gros plan pour montrer qu'il y a quasiment une cinquantaine de candidats dans la salle. Donc, en réalité, c'est juste en lisant entre les lignes de la diversité des rapports que j'ai pu faire cette remarque. Et la seconde question par rapport aux machines. En réalité, je vais l'avouer que par rapport à la mécanographie au Cameroun, je suis en train de creuser encore ce chemin parce que, comme mon collègue l'a signalé, il est un peu difficile chez nous ces dernières années de travailler aux archives parce que nos archives nationales sont fermées. C'est pour ça, dès que je suis arrivé ici, je suis allé à Pyrfit pour profiter de cette occasion. Donc, je vais creuser ce sujet pour savoir d'où venaient ces machines, quels étaient les types de machines, parce que j'ai eu à faire quelques recherches. J'ai eu la machine de Holfen. Bon, il y a là la dame qui me presse que je puisse libérer la parole. Oui, madame. Ah, d'accord. Okay. Allez-y. Oui, merci. C'est des pistes pour Derrick concernant les statistiques touristiques. Je pense qu'il serait intéressant de ne pas seulement se tenir aux statistiques que livrent les hôtels. D'accord ? Parce qu'au Cameroun, à partir des années 1950, avec notamment la guerre de libération, on a un ensemble de communistes qui arrivaient au Cameroun et qui étaient invisibles dans les rapports que vous avez, mais visibles dans les rapports, les fiches de police. Et à partir de là, ça peut fausser les données et ça peut permettre véritablement de comprendre la thématique qui nous unit ici, qui est celle de la difficulté à pouvoir mobiliser tous les chiffres. Je pense qu'il faut tenir compte de ces aspects-là. L'autre observation est liée, je vais à la suite de Marius, qui demandait de diversifier, d'accord, les sources de renseignements. Parce qu'en réalité, il y a un ensemble d'éléments également qui pourraient vous permettre de cartographier et d'avoir des données statistiques au Cameroun sous administration coloniale. Parce que vous n'avez peut-être pas exploré des données relatives peut-être aux hôtels, aux restaurants et un ensemble d'autres activités qui pourraient véritablement vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise sur ces statistiques et pouvoir discuter justement sur les rapports de l'administration coloniale française, si réellement elle tenait compte dans le domaine que vous voulez mettre en exergue de toutes les statistiques qui pourraient véritablement nous faire comprendre quel est le nombre d'étrangers, de touristes qui pourraient circuler au Cameroun durant ces périodes-là. Merci. Merci. Alors, il y a une question chez Pierre, là. Après, Antoine. Oui, une question très courte pour le coup. Donc, je reprends La réponse sera aussi s'il est 57. sur la première question sur l'éducation, il y avait l'idée qu'effectivement, ça coûtait cher, donc on ne va pas mettre énormément d'argent. Néanmoins, comme il y a des zones de culture et des formes de spécialisation, est-ce que dans les programmes de ce qui est enseigné, à côté de cette quantification, parce qu'on peut aussi voir non pas ça comme une charge, mais comme un investissement, est-ce qu'il y avait des formes de spécialisation particulières liées au type de culture dans ce que vous avez pu trouver comme archives? Pour essayer de faire court par rapport au type de culture, dans l'ensemble, il y avait d'abord des cultures vivrières et des cultures commerciales. Vous avez parlé, est-ce que, moi j'aimerais plutôt prendre la question dans le sens, est-ce que cette école pratique aidait plutôt à la formation des jeunes dans le cadre de l'agriculture? Oui, globalement, on va noter que c'était en période du travail forcé. Il faut prendre d'abord cela en compte. C'est-à-dire, dans le cadre du travail forcé, il y avait un ensemble de tâches qui étaient effectuées par ces jeunes-là. Mais il y avait plutôt une école d'agriculture qui formait des jeunes dans le domaine de l'agronomie. Donc ici, c'était moins de la formation, c'était plus du travail que la formation. Parce qu'il y a une école spécialisée qui prenait en réalité une dizaine en moyenne de jeunes Camerounais pour être formés dans des techniques d'agronomie.
Alors, je voudrais continuer. Alors, désolé, j'essayais d'attirer l'attention de Béatrice tout à l'heure pour poser une question, pas de limiter votre temps de parole. À propos de la photographie, je pense que vous tenez quelque chose de très intéressant parce que, sur le Cameroun, il y a quand même une revue qui paraît dans l'entre-deux-guerres, la revue Togo-Cameroun, qui publie énormément de photos. Donc on voit bien d'où les statisticiens tirent leur utilisation de la photo. Et je pense que ça doit être circulaire, cette affaire. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller aussi de l'autre côté et voir comment réagissent en fait les agents de l'ONU quand on leur donne des rapports où au lieu des statistiques attendues, on met ce genre de photos et quelle réaction ça provoque? Ok. Par rapport à la photo et la réaction des délégués au Conseil des Nations Unies, dans l'ensemble, il faut noter que lorsque les photos sont mobilisées, il s'agit du moment où ces mêmes délégués effectuent des missions de visite sur le territoire. C'est-à-dire, certaines de ces photos ne sont pas nouvelles. Et quelque part aussi, les photos permettent de cacher certaines réalités. Par exemple, quand on voyait le grand lycée de Douala, il cache en réalité qu'il y avait aussi des écoles sous l'arbre dans des régions. Et lorsque ces délégués partaient pour visiter, ils visitaient plutôt ce qui avait été photographié. Parce que le chemin des missions de visite était déjà tracé par l'administration coloniale. C'est-à-dire, comme ils ont vu la photo du collège de Yaoundé, ils partent visiter le collège de Yaoundé et peut-être ne s'intéressent pas. C'était peut-être une stratégie également, comme c'est le titre de la communication, en fait, c'était des stratégies mobilisées par l'administration coloniale pour pouvoir présenter que nous faisons bien. Oui, ouais, c'est une remarque plus qu'une question. Non, mais par rapport à ce que Cédric disait, et je crois qu'on l'a évoqué ce matin aussi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez marquant là sur le rôle de ces agents de l'INSEE qui se retrouvent dans les anciennes colonies françaises au début des années 50. Il y a l'exemple du Cameroun. Ce matin, ma mémoire flanche, je ne sais plus de quel pays on parlait. Moi, j'ai en tête le cas du Maroc, où en fait, c'est un tout petit peu décalé, mais en 1957, il y a un nouveau service de statistique qui est créé au Maroc, et cette création se fait chapeauter véritablement par l'INSEE, avec le détachement d'agents de l'INSEE pour assurer cette affaire. Bref, c'était juste pour souligner ce petit aspect-là, parce que ça rejoint la question du legs colonial, quoi, et cette deuxième dimension du legs colonial sous la forme des institutions continuées dont je parlais ce matin, et qui peut-être pourrait nous inviter, et je termine là-dessus, à essayer d'imaginer une histoire postcoloniale de l'INSEE. C'est-à-dire qu'en fait, il se joue là quand même quelque chose dans l'histoire de cette institution qui continue d'une certaine façon la mission civilisatrice, mais sous une autre forme.